Chesteron. C'est un moment vraiment privilégié aujourd'hui. Je suis hyper heureux de recevoir deux personnalités auxquelles on tient beaucoup ici à Crans-Montana. Pierre Friquet, artiste, réalisateur, génie de la réalité virtuelle qui a monté une œuvre en 2018 ici, qui a été incubée lors de la résidence d'artistes de Crans-Montana, qui s'appelle aujourd'hui Spaced Out, un projet qui a été montré après chez nous au World XR Forum en première mondiale, puis à Sundance, puis à New Images, dont tous les journaux ont parlé. Et Valérie Félix, son acolyte, qui a eu la gentillesse dès 2018 justement de suivre ce projet avec grand soin, grande attention, et qui a permis d'accompagner Pierre ici dans le Valais. Elle-même est artiste, elle est chercheuse en histoire de l'art, et on est vraiment honoré qu'elle ait fait le déplacement aujourd'hui pour retrouver Pierre 2 ans après le début de cette formidable aventure. Et je vais quitter la scène pour laisser la parole à Valérie et Pierre pour cet entretien ici au Chesteron. Et je remercie encore la Fondation Les Rencontres et l'Association des communes de Crans-Montana, grâce à qui cette interview a été possible aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Salah. C'est vraiment un plaisir avec Pierre. C'est toujours un plaisir de se rencontrer et de parler de cette œuvre, Spaced Out, qui nous a fait connaître pour la première fois, qui nous a fait rencontrer la première fois, comme disait Salah, en 2018 pour la résidence, la première résidence du World XR Forum. Qui s'est passé ici, et c'était un grand plaisir de pouvoir suivre le travail de Pierre et de toute l'équipe. Il y a eu plusieurs autres personnes dans le groupe aussi sur cette œuvre qui a tout de suite été très importante et qui a tout de suite égayé notre curiosité. Pourquoi ? Parce que c'était une œuvre qui se passait un peu sous l'eau, en tout cas avec un matériel qui pouvait être immergé sous l'eau. Donc on va en parler un petit peu aujourd'hui. On va parler aussi de tout ce que tu as fait pendant 2018. Enfin, pendant toutes ces années, on s'est aussi souvent re-rencontrés, ou en tout cas on a parlé, parce que les résidences du World XR Forum, il y a une impulsion très importante, c'est l'accompagnement avec les artistes, est vraiment un accompagnement, une émulation qui se passe entre nous pendant cette résidence. C'était vraiment l'important, c'était qu'on parle, qu'il y ait une émulation qui se mette en place et un échange vraiment entre nous. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'hyper important. J'ai rencontré Pierre Friquet. Il y avait Meredith Thomas aussi qui faisait partie du groupe Soutou, qui fait toujours partie du groupe. Tu nous raconteras aussi comment ça a évolué, le cheminement de cette œuvre. Et puis Philippe Miller aussi, Gavan Eckhart, qui était avec nous. Et puis à côté de ça, il y avait l'entreprise Ballast, qui est un petit peu la base technique de ce casque VR qui peut être immergé, qui peut être utilisé sous l'eau. Et donc, avec la personne d'Andosha qui est très important. Et puis, tu me parlais aussi d'un autre artiste qui était hyper important, Mourad Benasser, son nom d'artiste. Alors, je te le laisserai le dire peut-être, mais tout ça pour dire qu'une résidence d'artiste, c'est un moment, c'est un endroit où on a le temps d'échanger, de faire une émulation, de prendre du temps sur une œuvre d'art avec ces personnes. Et puis, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu la vie de cette œuvre qui depuis 2018. Je sais que tu l'as présentée aussi à Paris pour l'anniversaire du premier pas sur la Lune aussi. Donc c'est une œuvre qui se passe sous l'eau, mais qui se passe aussi sur la Lune. Tu nous raconteras un petit peu plus ça, mais justement, j'aimerais savoir tout ce cheminement qui s'est passé, parce que cette œuvre, elle est arrivée, elle s'appelait Sea of Tranquility, puis maintenant elle s'appelle Spaced Out, qui veut dire littéralement la tête dans la lune, la tête dans les nuages. Donc, comment une œuvre dans laquelle on est immergé par l'eau, dans laquelle on est dans l'eau, nous fait voyager autre part. Et quel est le cheminement ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018 ?
Ok. Beaucoup de choses. Oups, merci. Je suis très content d'être là. En fait, avant de me présenter, avant de dire aussi, d'expliquer mon parcours, c'est vrai que en t'écoutant, par exemple, nommer les différents titres de l'œuvre, ça me rappelle en fait les moments où j'ai eu comme ça ce moment de brainstorming, on va dire, de réfléchir sur le titre en fait de l'œuvre. Et c'est toujours des moments très importants et particuliers sur l'ADN en fait, sur l'esprit, on va dire peut-être la puissance de l'œuvre, parce que ça va ensuite la traduire en fait enfin que ce titre va du coup décrire aussi quelque chose peut-être de l'œuvre. Et donc ça me rappelle le moment où, de manière intuitive, j'ai dû faire cette transition de changer. Et des fois, c'est risqué en fait de changer l'identité de l'œuvre en changeant le titre. Et ça fait très plaisir que en fait ça a apporté, que mon intention en réfléchissant du changement de l'œuvre a apporté en fait une meilleure compréhension de ce que je voulais faire en fait, voilà. Et donc et ça me rappelle que dans tout le processus créatif que je fais, c'est toujours avoir la confiance de l'intuition que j'ai en fait, de se dire ok, c'est un risque, je vais dans un terrain inconnu, est-ce que les gens vont me suivre? Et en fait, oui, en fait, le parcours, l'histoire dit qu'à chaque fois, quand on se fait confiance, quand on prend le temps de la réflexion, d'être en contact avec son intuition, son instinct, en fait, eh ben, on a souvent raison, en fait. On va souvent dans la bonne direction. Voilà. Donc, du coup, c'est une synthèse, en fait, finalement, qui va peut-être faire comprendre qui je suis et ce que je fais. Donc, maintenant, je vais arriver sur Terre et donc me décrire, donc expliquer qui je suis. Donc je m'appelle Pierre Friquet. Alors, mon nom d'artiste c'est Pierry. Donc j'ai aussi eu plusieurs naissances. Et j'aime bien avoir cette notion de dire que j'ai eu plusieurs naissances. Donc première naissance bien sûr en 86, une sorte de deuxième naissance dans le prisme de la VR qui est la découverte en fait de cette technologie quand j'avais 7 ans en 93. Puisque j'ai eu la chance d'aller à Londres où il y avait un espace d'arcade qui s'appelait le Sega Center en fait, à Trafalgar Square, j'ai toujours du mal à prononcer. Et il y avait 2 lieux en fait. Il y avait un bâtiment où il y avait on va dire, des salles d'arcade qui étaient à l'époque voilà, très, très connues, et aussi quelques on va dire, appareillages machines, parce que c'est comme ça qu'on pouvait la décrire, VR. Notamment en fait ce simulation de parapente. Du coup, c'est très curieux que là, on est au cet hôtel, dans cette conférence avec Birdie et mon installation, parce que j'avais essayé à 7 ans cette expérience où on était couché et on devait tenir une sorte de grande barre qui était notre outil de navigation, et on était comme ça, on a la tête à l'intérieur d'une énorme boîte qui peut-être à une dimension de 4 réfrigérateurs, donc c'était assez impressionnant. Et on était à l'intérieur, l'imagerie, c'était Los Angeles en 2020, je crois, c'était, ou 2010. Et donc c'était des boîtes, des cubes en 3D avec des petits points qui simulaient que c'était des voitures volantes. J'avais 7 ans, donc à l'âge de 7 ans, on découvre à peine le cinéma. Je pense dans mon esprit, en fait, d'enfant, comme j'ai pas le recul que il y a ce truc nouveau qui s'appelle la VR. Et faut aussi se rappeler que même la 3D en tant qu'effet spéciaux au cinéma, c'était la même année où sorti Jurassic Park. C'était 3-4 ans avant les premières consoles de jeux vidéo comme PlayStation 1 ou les jeux PC qui montraient vraiment un monde 3D. C'était même la même année que le jeu vidéo Doom qui était une espèce de faux 3D. Voilà. La 3 dimensions, l'imagerie digitale en fait n'était pas vraiment démocratique. Donc du coup, en tant qu'enfant, je suis passé directement en fait. J'ai même pas très peu d'expérience de télévision ou de cinéma, et tout de suite je vais dans la VR en fait. La technologie était extrêmement contraignante et le casque est extrêmement lourd. Donc il y avait un danger pour mon corps d'un enfant de 7 ans que ma nuque soit brisée si je tenais tout seul le casque. Donc c'était intéressant de dire, ok, attention, il y avait ce risque en fait. J'avais des gants, il y avait beaucoup de câbles, et c'était un sentiment étrange de porter un costume donc du coup, je devais m'adapter plutôt à cette technologie plutôt que l'inverse. Donc il y avait ce truc intéressant.
Et l'imagerie, c'était très simple, une pièce vide. Il y avait je crois, enfin, c'était dans le noir. Il y avait un grillage au sol ou une espèce d'une texture, en fait, une surface plate. Et on était un papillon. En fait, on incarnait un papillon. On pouvait se regarder. Ce qu'on va appeler après le virtual body ownership, c'est-à-dire qu'on pouvait on téléportait d'un corps de quelque chose d'autre, et on avait quand même des ailes et on pouvait du coup voler. Donc on devait voler, sinon en fait on tombait au sol. Donc il y avait ce sentiment d'être dans l'espace, de défier la gravité, d'être quelqu'un d'autre en fait. Et ça m'a extrêmement marqué en fait. Et même maintenant, je déchiffre un petit peu l'impact de ces expériences à l'âge de 7 ans. Comme on dit en anglais, en cinéma, cut to 2004, où je rejoins en fait l'école du cinéma en Inde, l'école du cinéma nationale, qui s'appelle la Film and Television Institute of India, qui se trouve à Pune, à côté de Bombay. Et j'étais dans la première année où ils acceptaient, où ils accueillaient en fait des étudiants étrangers non asiatiques en fait. Donc c'était une nouvelle initiative du directeur qui voulait en fait internationaliser l'école, sachant que cette école est extrêmement célèbre, connue en Inde. À l'époque, je me souviens même que tu pouvais demander à n'importe quel chauffeur de rickshaw ou comment dire, demander où était l'école du cinéma en fait, et il savait ce que c'était et il savait où était positionné. Donc il y avait vraiment une aura. C'était, je sais pas, en France on dit le l'ENA ou je sais pas, ou le PFL, le Polytechnique. Enfin, mais c'était le sentiment d'appartenir en fait à quelque chose, parce que tous les gens, les réalisateurs, les acteurs, les techniciens qui travaillent en fait dans le cinéma indien, que ce soit à Bollywood ou le film d'art et essai, publicité, documentaire et autres, passent par là en fait. Donc c'est une école de cinéma qui existe depuis 1960. Ça a été créé à partir de studios qui existaient, qui étaient construits dans les années 20. Donc, comme à Hollywood, il y avait des grands studios, des grands bâtiments qui accueillaient des plateaux de tournage et ainsi de suite. Il y avait des laboratoires un peu partout. Et alors pourquoi j'explique ça? Parce que ça a été tout de suite, à 18 ans, je suis arrivé là-bas, j'ai étudié là-bas 6 ans, d'abord en tant que directeur de la photographie et aussi en tant que réalisateur. Et là, il y a eu une découverte de plein de choses et m'a aidé dans le parcours en fait, de créateur, d'artistes digital et de créateurs d'expériences immersives sur, on va dire, 3-4 points, notamment on va dire la frustration en fait de la linéarité en fait, c'est-à-dire que le cinéma faisant partie vraiment presque fin du 19e siècle, 20e siècle, enfin une invention très analogue en fait, liée vraiment c'est-à-dire que le processus de création, c'est le séquençage. Donc, il y a des notions importantes à préciser, mais c'est un art qui est lié à un temps en fait prédéfini. Il y a un playback, on appuie sur play, donc le contenu, l'œuvre, je ne vais pas dire le mot contenu, mais l'œuvre, le film, et voilà, et change en fait un petit peu, change pas, c'est-à-dire que point A, point Z, on suit une ligne du temps, on suit la timeline, comme on dit. Et on met, voilà, c'est l'objet et final, quoi. Voilà. Et ensuite, quand j'ai travaillé beaucoup en pellicule, en fait, en faisant même du montage en 16 mm, ensuite en 35 mm, en faisant moi-même. On avait des vieilles Moviola et Steinbeck, qui étaient donc des appareils de montage qui ont débuté même dans les années 30, 40, pour couper la pellicule, ensuite mettre de la colle ou alors du scotch. Et on avait aussi un laboratoire où on faisait le processing en fait négatif et ensuite positif. Et j'étais un enfant vraiment de la chimie, du cinéma, on va dire, où j'ai traîné en fait dans ces endroits où il y avait, où le bâtiment de l'école en fait, où vraiment pour comprendre ce processus magique en fait, et c'était un sentiment incroyable de créer quelque chose et tout d'un coup de le voir sur pellicule, d'être projeté parce qu'on avait la cinémathèque du cinéma à côté, on avait notre propre salle de cinéma 35 mm, donc on voyait nos œuvres et c'était incroyable de voir une qualité cinéma en fait, même des petits exercices de contrôler enfin, on faisait comment en français, panning en anglais, donc juste des exercices tout bêtes en fait de contrôler le trépied. Et tout de suite, j'ai découvert que c'était pas assez, que c'était très frustré de faire des séquençages analogues, d'une chose après l'autre, et que ce qui m'intéressait, c'est plutôt la délinéarité, de créer plutôt un espace, en fait, plutôt que d'être contraint au temps, en fait. C'est-à-dire que
Et en fait, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y a eu des professeurs qui m'ont beaucoup aidé en fait sur la compréhension de l'art et du cinéma en général. Euh, Notamment en fait un réalisateur qui s'appelle Anup Singh, qui d'ailleurs en fait vit à Genève, qui est un réalisateur de cinéma indépendant indien basé en Suisse depuis très longtemps, qui était un peu un mentor et qui parlait aussi de l'art indien dans le sens de la perspective, en fait, la déconstruction du regard. C'est-à-dire que on a aussi pendant 700 ans, à cause la Renaissance, été appris en tant que spectateur et créateur cette idée de contrôler le cadre, de composer une image et au final de maîtriser où va le regard, donc avec les lignes de fuite et ainsi de suite. Ce qui se traduit en publicité aussi, d'avoir un message, de contrôler, de véhiculer l'attention en fait vers un sens et tout ça. Il y a un message. Et dans l'art indien, qui est inspiré de l'art perse en fait, voilà, qui date de milliers d'années, en fait, on est dans cette plutôt démocratisation du regard où un portrait, en fait, notamment, en fait, est une sorte d'hérésie, en fait. C'est-à-dire que de découper un humain de son contexte du monde, c'est quelque chose assez improbable, en fait, dans la pensée indienne ou dans l'art, en fait, de l'Asie du Sud. Et en fait, on crée une sorte plutôt de peinture monde où le temps, en fait, est une donnée spatiale, qui va ensuite beaucoup servir sur la réflexion de la VR. C'est-à-dire que c'est pas tabou d'avoir en fait plusieurs personnages qui sont peints. Leurs actions en fait sont peintes à différentes parties du tableau pour créer d'abord un élément narratif aussi et pour en fait déconstruire ce temps que on n'a pas figé en fait comme on fait aussi ensuite un cinéma l'art occidental l'a fait avec la photographie après le cinéma, on fiche pas le temps en fait. C'est-à-dire que justement on est intéressé par recréer en fait la nature de manière holistique en fait et d'inclure du coup, comme je l'ai dit, le temps comme une donnée spatiale. On va pas s'occuper de recréer fidèlement de manière réaliste ou naturaliste l'espace et ainsi de suite. En fait, on va déconstruire la perspective et c'est pas grave si tout est à plat, c'est pas grave si... Et du coup, on n'inclut pas aussi cette hiérarchie le premier plan, arrière-plan, c'est-à-dire que la Renaissance, voilà, on faisait un portrait du roi, le roi devait être au premier plan en grand et le paysan devait être derrière, très loin en fait, ce qui ensuite a été retraduit en publicité et autres, quoi. Et on n'a pas cette construction du cadre et en fait tout est démocratique et on laisse l'œil naviguer dans l'espace. Voilà. Et ça m'a fasciné quand j'ai fait cette école de cinéma. Et au même moment, ce qui s'est passé, c'est l'avènement de Google Street View, en fait, en 2008-2009, qui vraiment a démocratisé cette expérience de l'image 360 de l'espace. Et aussi, j'ai découvert à ce moment-là, la CNN, la chaîne d'information continue américaine, avait fait un reportage en 360 avec une caméra un peu antique, on va dire, dans la technologie 360 de captation qui s'appelle la Ladybug. Et au moment en fait, du tremblement de terre de Haïti en 2009, si je me souviens bien. Et du coup, c'est la première fois que je voyais 2009-2010. Et donc, c'est la première fois que en fait, c'était plus donc, une image 360 comme Google Street View, c'était tout d'un coup une vidéo 360. Et là, ça a connecté tous les points en connecté. J'ai dit, ça y est, voilà, c'est intéressant. Un autre truc qui vient à l'esprit aussi, d'ailleurs, dans ce même moment où il y avait une autre professeur qui est venu, justement, qui parlait de pensée féministe dans le cinéma. J'ai oublié le nom de cette cinéaste, artiste des années 60-70 américaine, qui, du coup, pensait que, pareil, le gros plan, le montage en champ contre champ était une pensée masculine, du patriarcat, et donc faisait en fait des plans 360 avec des objectifs grand angle. Et donc toute une scène, séquence de dialogue, c'était un plan 360 parce que c'était déconstruire des pensées qui étaient déjà censées être acquises, mais qui n'étaient pas censées être le cinéma. Donc elle voulait penser à un autre regard que le cinéma peut être comme ça délinéarisé, désimposé, et ainsi de suite. Donc tout ça, en fait, a fait tilt dans ma tête et voilà, pareil, et au même moment est arrivée presque une nuit, j'allais dire une nuit taurine, dans le sens de une nuit un peu pas avec quelqu'un, mais un sens de nuit où j'ai pas réussi à dormir parce que tout d'un coup il y a eu une espèce de moment d'eureka en fait, c'est-à-dire que de moment où il y a tout ça. Il y a eu un sentiment en fait puissant d'intuition, c'est là où il faut que j'aille. Donc de toutes ces données-là, mais c'était aussi parce qu'au même moment, je lisais l'autobiographie de Alejandro Jodorowsky,
donc réalisateur, artiste, que j'ai ensuite été amené à travailler. J'ai eu l'honneur de collaborer avec lui sur un projet VR. Bon, c'est impossible de décrire en quelques phrases ce qu'il a fait, donc je vous invite simplement à googler son nom, Alejandro Jodorowsky, et il parlait de la rêve lucide en fait. Donc c'était la deuxième, troisième fois que dans ma vie que je faisais des rêves lucides. Donc c'est un rêve où on contrôle en fait. Ça nous permet du coup de maîtriser on va dire ce qui se passe et l'enchaînement finalement des symboles et des choses. Et j'avais essayé du coup de voler en fait, de pouvoir voler dans les airs, voilà, et ensuite toutes sortes d'expériences un peu érotiques. Et donc du coup, ce sentiment peut-être de toute puissance en fait, de pensée magique qu'on peut retrouver aussi en tant qu'enfant en fait, où voilà, un simple stylo peut être un vaisseau spatial par exemple, de transformer la réalité à sa façon, de rêver que les choses sont autres et tout ça. C'est pas que c'était le moteur, mais c'est juste que là je découvre un peu cette volonté, mais c'est juste que j'ai pensé que tout ça, que l'expérience de rêve lucide, en fait, expérience d'avoir en anglais agency, en fait, par exemple dans un film, dans un rêve qui est censé être contrôlé, automatique et prémédité, et peut-être à découvrir, à déconstruire. Et du coup, voilà. Et au même moment, voilà, la VR, j'ai découvert de ce truc vidéo 360, CNN sur le tremblement de terre, a fait paf, eureka, presque au même moment, comme j'ai dit, rêve lucide. Et donc voilà, je veux faire la VR. Donc c'était vraiment presque moment, je ne sais plus, 2010, peut-être avril 2010 peut-être. Et voilà. Donc peut-être, est-ce que tu as une question parce que, ou tu veux revenir sur de nouveau du terre à terre, on revient. Non, c'est parfait parce que je pense que c'est très bien aussi de revenir sur tes anciennes, tout ton parcours aussi, pour comprendre de quelle manière le cheminement de chaque œuvre est lié à ce parcours. Ça veut dire que tu vas pas commencer une œuvre et puis la penser en linéarité, mais tu vas toujours la penser en étapes peut-être, et pas en étapes linéaires, mais en étapes en couche, je dirais. En couche, voilà. Oui. C'est vrai que c'est un terme qu'on a souvent abordé les deux aussi, le thème de couche, parce que Pierre travaille toujours énormément justement en termes de couche et puis en termes de signification de couche. Oui. Donc non, c'est passionnant justement et puis de toute façon cette question de cinéma allait revenir aussi, donc c'est parfait aussi que tu l'amènes. Donc continue. Okay. Je t'en prie. J'ai l'impression qu'il faut qu'on va répéter, mais c'est parfait, les discussions qu'on a eues en off juste avant, parce que c'est important. Parce que, on va y revenir de toute façon. Sur des points clés et tout ça. Donc, ce qui s'est passé, donc, de 2010 à 2014, j'étais un peu un homme avec des idées et sans technologie. La VR, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il y avait, notamment côté live action, cinématique VR, 360, on va dire, était au balbutiement. Il n'y avait pas de casque VR. Et donc, j'ai failli arrêter la VR en fait, en 2014. C'était mon anniversaire, donc 2015, février. Je me dis, il n'y a rien qui se passe, je vais arrêter la VR, ok. Je reviens au cinéma, qui est bon, ok, ça marche et tout ça. À ce moment-là, je rencontre Ando Shah. Entre-temps, petite parenthèse, à ce moment-là, en fait, j'avais développé un projet 360 sur un couple qui cherche à faire l'amour, un couple qui cherche un lieu où être intime. Une après-midi à Bombay, donc c'est une sorte de road movie en fait dans la ville où j'habitais en fait avant. Entre-temps, j'ai aussi vécu l'Afrique du Sud, il y a eu plein de trucs aussi personnels. Est-ce que c'est jet lag dont tu parles? Voilà, et après qui est devenu la cuisse de jet lag. Enfin, après ce projet, on a tiré bref, ça est devenu ensuite le projet jet lag, c'est vrai. Et après, j'ai travaillé. Et donc, j'étais aussi le premier projet financé par le Centre national de cinématographie en France, qui est donc un fonds qui finance les projets qui utilisent de nouvelles technologies, de nouvelles écritures. Et donc, c'était le premier projet VR. À ce moment-là, je me souviens que je travaillais. On essaie de pitcher, comme on dit, à des grands groupes, médias, Arte, France Télévisions. Et ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça, 360? Qu'est-ce que c'est que ça, que la VR? Alors, on aime bien l'histoire, on aime bien les découvrements du personnage, mais voilà, enlever ce truc de gadget, c'est 360, c'est gadget. Donc je me souviens, les mêmes personnes en 2014 qui ont dit que c'est ce truc, après en 2015, un an après, qui ont été approchés par d'autres producteurs et qui ont financé d'autres projets, donc ouais, c'est fait partie de tout ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, à ce moment-là, le script doctor de ce projet, ensuite, qui s'appelait avant Viewfinder,
c'était notamment le grand écrivain scénariste qui s'appelle Jean-Claude Carrière, qui est mort en fait il y a 2 semaines, que j'ai eu la chance de un peu collaborer, travailler avec lui. Je suis allé chez lui, qui est un monument du cinéma, de la littérature, qui a notamment été scénariste de 6 films de Luis Buñuel, de travailler avec Jean Godard, travailler avec Milos Forman, enfin, vingtaine, trentaine de réalisateurs les plus connus, qui adoraient rencontrer des réalisateurs, auteurs assez jeunes pour leur donner des feedbacks. Et donc, il a aimé mon projet, il a dit « Ah ben rien n'a changé ». Du coup, j'ai dit « Mais non, dites-moi quelque chose, dites-moi. » Voilà, comme l'esprit un peu allemand, un peu prusse. « Mais non, rien, c'est pas parfait, dites-moi un truc. » Et donc, bref, ensuite, ce projet, en 2015, j'ai presque abandonné. J'ai rencontré Andosha, qui était qui vient de Calcutta, donc en Inde, mais qui a vécu aux États-Unis, en Californie, et qui est un peu ce parcours, comme je disais, à la Eat, Pray and Love, c'est-à-dire qu'il était ingénieur informatique pour les plus grands groupes, travaillait pour la bourse, qui travaillait pour les plus grands groupes des startups californiennes, de la Silicon Valley en fait, et tout d'un coup a lâché au jour au lendemain pour voyager dans le monde, partout dans le monde avec son sac à dos. Et il avait créé en 2012 une caméra 360 qui est peut-être une des premières caméras 360. Petite parenthèse aussi, à ce moment-là, je sais que le PFL avait aussi développé une sorte de caméra qui ressemblait à une mouche, avec des petites caméras, des centaines de petites caméras, et j'étais en contact avec eux, ça ne s'est jamais réalisé, mais j'étais en contact avec des Norvégiens, avec des Hollandais, et on s'est découvert des petites choses là-bas. Mais 2014-2015, je rencontre Andosha, et lui aussi essaie d'arrêter la VR parce qu'il avait une caméra, mais il n'avait pas d'idée. Il a parcouru tout le monde, enfin le monde entier, mais il n'avait pas de projet. Et moi, j'avais des projets, mais pas de caméra. Donc du coup, on s'est dit, OK, on va faire une dernière Final Fantasy, on va faire un dernier truc ensemble. Et là, on fait un peu en mode pirate, on chope un peu des sous à droite à gauche. On filme Jetlag. Les personnes qui ont été le plus payées en fait dans cette expérience, c'est les policiers. À cause des bribes et de bakshish et tout ça. On a filmé à la sauvage, guérilla mode et tout ça, dans les rues de Bombay. On n'avait pas de permission, tout ça. On a filmé sur des toits, des cinémathèques indiennes. Enfin, c'était une expérience incroyable sur une histoire de 2 femmes qui s'aiment, qui ont une relation à longue distance, et une au Brésil, une en Inde, qui ensuite a eu un prix au Festival Kaleidoscope, qui a été remarqué. Il y a eu des médias comme Wired qui a écrit un écrit dessus. On a été aussi featured, comme on dit. Des images ont été montrées dans la publicité de lancement en fait, des casques VR Samsung. Donc on était très vite reconnus et très vite projetés, connectés à la communauté VR internationale, américaine, et tout de suite été lancé en fait dans ça quoi. Et, Cannes aussi, hein, c'est ça. après montré à Cannes où c'était une section un peu hybride, pas vraiment reconnue. Il n'y a pas de compétition, mais il y avait Michel Riac en 2016 qui avait lancé ce programme. Ensuite, cette même sélection continue, mais plutôt dans le contexte du marché du film et ainsi de suite. Donc il y a eu ensuite beaucoup de festivals qui l'ont pris. Du coup, ensuite, je vais un petit passage rapide sur l'expérience un peu clé, parce que j'ai fait une 20-25 plus expérience VR pour des gens, des clients, des marques, des choses personnelles, mais je vais citer 3-4 projets, et on va ensuite venir peut-être à Space Out, qui nous intéresse. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'étais invité, on va dire, où j'ai fait en fait la résidence de création. Alors, peut-être avant ça, avant ce projet, avant de parler de ce projet, je vais peut-être parler de Vibration, Vibrations en anglais, et c'est un documentaire, on va dire 360, poétique, sur un point de vue subjectif de Ando en fait et moi, donc 2 réalisateurs qui vont quelques jours après le tremblement de terre au Népal, en fait. J'aime pas couvrir l'événement parce que justement c'est ce qu'on essaie d'éviter, c'est-à-dire de faire une réflexion sur qu'est-ce que c'est de couvrir un événement en fait, justement, et de critiquer en fait, et de poser un regard autre qu'on peut avoir justement sur un format habituel 2D plat en fait de documentaire. Et on a eu la chance d'arriver, je vivais à Bombay lui aussi, on est après un avion, on allait au Katmandou, une histoire incroyable d'ailleurs on pourrait parler pendant des heures et des heures de cette expérience. On a rencontré des photographes très connus, légendaires, du Time Magazine, du New York Times. On allait à l'épicentre carrément du tremblement de terre grâce à l'armée indienne, avec des hélicoptères et tout ça. Et on a créé quelque chose de très poétique, un documentaire sur cette notion d'événement, de compassion, parce qu'on se trouvait aussi à faire que les gens étaient très... résilient en fait au final. Donc ça a eu aussi beaucoup de succès, et ensuite arrivé donc Patterns
Les murs ont des oreilles, patterns rouges, patterns blancs, patterns roses presque. Que tu as fait à la SAT. Voilà, Société des Arts Technologiques, magnifique endroit à Montréal, au centre-ville, qui est un lieu vraiment formidable de création depuis presque 20-25 ans. Créé par Monique Savoie, avec beaucoup de passion, beaucoup de précision et d'éducation en anglais. Même si, en tant que Québécoise, elle n'aimerait pas ce mot, mais d'engagement, involvement, tout ça, pour la création numérique. Et notamment, ils ont un énorme dôme de 28 mètres de diamètre, si je me souviens bien, des centaines de haut-parleurs un peu partout dans la salle, notamment même sur le sol. Et du coup, ils m'ont invité dans une résidence de création et pendant plusieurs mois, j'ai fait cette œuvre et j'ai toujours les clés, j'ai toujours mon code d'entrée pour désamorcer l'alarme. Et j'ai toujours cette clé parce que c'est aussi une de mes maisons, on va dire, après cette école de cinéma, après World VR Forum, on va dire, et c'est ce lieu de création qui est la SAT, où j'ai fait ce film Dôme qui s'appelle Patterns, qui a remporté un prix au Festival du cinéma. Et en fait, on a créé cette œuvre multiforme d'abord avec des outils forts de photogrammétrie, de vidéogrammétrie ou de capture volumétrique, et ainsi de suite. Et on a fait un film Dôme de 40 minutes, on a fait un film 6DoF, un film 360, on a fait, voilà, à travers ça, beaucoup de choses. Et donc, il parle en fait de secrets de famille, de transcendance, on va dire. Globalement, le film en fait, est inspiré de nouvelles de H.P. Lovecraft, qui parle de quelqu'un qui se sent hanté par quelque chose, qui se sent presque double, on va dire. Et il va voir une hypnothérapeute qui, du coup, fait un processus que je trouvais ça très méta, qui est de mettre ce personnage, en hypnose. Et du coup, il y a ce miroir avec aussi le fait de mettre un casque VR, de rentrer en immersion, et que étape par étape, on va vers la virtualité. Donc on commence une vidéo 360 dans l'espace, on va dire, physique, narrative, et ensuite, petit à petit, on va dans l'espace 3D où on peut circuler librement. On est à l'intérieur des souvenirs, à l'intérieur de l'inconscient, qui est symbolisé par une maison victorienne. Et là, le personnage essaie de découvrir pourquoi il se sent posséder ou déposséder son propre corps, et il cherche à voir le secret de sa famille, qui s'avère être, je vais divulgacher, comme on dit au bon québécois, qui est un enfant, oui, on peut dire ça, un enfant mort-né, oui, unborn, qui est, désolé, mauvais en anglais, et qui est une histoire vraie en fait. Donc c'est un enfant, ça s'appelle le bon mot, avorté, unborn, c'est peut-être pas le bon mot. Stillborn. Non, il n'est pas stillborn, il est. Non, mort-né. Désolé, mais je ne cherche pas le bon mot. Et qui, enfin, je vais m'expliquer parce que c'est une histoire personnelle. Qui est liée en fait à l'histoire familiale, qui est l'histoire de ma mère. Donc j'ai l'autorisation d'en parler, mais il y a des trucs que je veux en parler, donc du coup. Mais il y a toujours ce procédé qui en fait est né à une relation interdite, on va dire, et qui a décidé du coup de terminer la grossesse. Et en fait, ça a été, et du coup dans la famille, même autre, ça a été intéressant parce que il y a une sorte d'histoire de remplacer un enfant par un autre, parce que moi, je suis venu après. Et donc, on découvre aussi un secret de famille. Voilà. Et ensuite, pareil, une belle carrière, un beau espace médiatique aussi. Vice a créé un article dessus. Et ensuite, j'ai fait Space Out dans le cadre de la résidence. Peut-être la prochaine question, ça va être le fil rouge. Avant d'aller sur Space Out, vous pouvez voir déjà dans l'explication de mon parcours, et même d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais Jetlag, c'est lié aussi à une histoire personnelle, en fait, des SMS échangés avec mon ex-copine, où en fait, quand on s'échange sur WhatsApp ou d'autres communications digitales, on crée une sorte de mythologie, en fait, on crée des mots, et quand on est un couple, on est à longue distance, en fait, on échange des messages audio, des images, on s'appelle, et crée une sorte vraiment de quelque chose de très fort, en fait, en tant que deux individus qui s'aiment, et on crée vraiment quelque chose de narratif. Du coup, j'ai repris avec sa permission, tout le contenu, tous les messages, pour créer en fait l'histoire en fait de Jetlag. Donc,
Et à chaque fois, dans ce que je fais, dans Vibration, dans Patterns, et le projet que je vais en parler, Space Out, c'est le vécu, la subjectivité personnelle, c'est l'intime, c'est le personnel, qui crée en fait un sentiment de légitimité, parce que comme ça, je peux dire au spectateur, regardez-moi, c'est vrai, croyez-moi, parce que j'ai vraiment vécu ça en fait. Dans cette peur que, cette réaction que je vais dire en tant qu'auteur, réalisateur, va pas être cru en fait, va pas être entendu. Du coup, je peux donner une sorte de stempel, comment on dit stempel en français, de de tampon, ouais, de tampon Wiki. de stempel, Ouais. de certificat d'authenticité, de contrat, de confiance que voilà, ce que vous voyez, ce que vous vécuvez à l'écran, c'est un petit bout de vérité. Comme ça, la personne qui la regarde, qui la vit, va peut-être ressentir et va avoir cette notion qu'on a parlé la dernière fois, il y a 1 heure, en anglais, relatable, d'être lié, de connecter en fait à quelque chose de commun. Ah tiens, moi aussi. Voilà. Et je cherche au moment quand on vit mon œuvre, c'est ah moi aussi. Ah tiens, ça me parle. Ah mais en fait cette œuvre, c'est ça le meilleur d'ailleurs complément je pense qu'on peut donner à un artiste, c'est mais comment vous savez ça de moi? Comment vous avez su que, notamment dans Patin, c'était extrêmement fort parce que j'ai fait beaucoup de sessions débat, questions-réponses après l'œuvre où des femmes ont dit on dit, mais comment vous avez parlé de moi, de mon intime, parce que je parlais l'histoire de ma mère, et comment vous avez parlé d'avortement, comment vous avez parlé de ces choses, parce qu'on n'en parle jamais, c'est tabou sur le processus, le corps de la femme, et voilà, dans une société patriarcale, on parle finalement peu de ça, et de traumatisme, et ainsi de suite, et de stress post-traumatique aussi. Et en fait, c'était intéressant d'avoir à chaque fois, en fait, à chaque œuvre, Jetlag ou autre, en fait, à voir, mais comment mais c'est moi que vous parlez, comment vous savez que vous ne me connaissez pas, je suis un japonais qui tout d'un coup est tombé sur votre lien et a regardé peut-être même le trailer sur YouTube et tout d'un coup j'ai senti ce truc-là. Donc mon processus créatif, c'est plus je suis personnel, plus je trouve quelque chose qui, oui, c'est ça que c'est moi, et avec ce risque d'être nu, d'être pas compris, d'être rejeté, d'être peut-être bizarre, de faire quelque chose qui ne va pas être compris, en fait, en fait, c'est un pari, c'est un risque. Et si je tiens dans le processus de création, si je ferme les yeux et je dis, OK, c'est ça l'essence de mon œuvre, et à chaque décision de tournage, d'écriture, de montage, de 3D, de développement, de code, que je reviens à cette essence, que voilà, c'est ça l'intuition, c'est là où je veux aller, c'est ça, moi, où je m'expose, et du coup, ça va exposer quelque chose peut-être d'universel, et ça va atteindre l'autre, avec ce sentiment d'universalité, de commun, comme j'ai répété, sentiment de lien humain et cette communion indirecte avec l'autre, en fait. Et tout d'un coup, ces petits bouts de vérité, mais de petits bouts d'authenticité. Et voilà, donc à chaque fois, mon processus, c'est quelque chose de très, très personnel, enveloppé dans quelque chose peut-être de familier, de reconnaissable, d'avoir en fait un autre élément qui peut-être est disparate, qui est peut-être contradictoire, un élément familier, en fait. Donc, un événement comme un événement comme un tremblement ou ah tiens oui, on a chacun subi peut-être une sorte de catastrophe. Ou alors dans Espérance de Pattern, c'est H.P. Lovecraft, donc on connaît un petit peu parce qu'il a inspiré tellement d'auteurs d'horreur et tout ça. Space Out, c'est Georges Méliès, un peu Jules Verne. Et donc Jetlag, c'est le couple, donc on peut relate, comme on dit en anglais. Donc il y a cette enrobage d'attirer un peu l'attention assez familier. Mais je mets dans des zones différentes, donc il y a ces différentes couches mises ensemble, et ensuite qui vont créer quelque chose d'autre, et qui vont créer, pour moi, un spectacle intérieur, ou une troisième chose, en fait, des voix différentes, quelque chose de connu, quelque chose d'ultra personnel comme moi, et qui va peut-être intéresser les gens. C'est vraiment, mais c'est vraiment toute la question de... moi, j'aime bien... je sais que tu as un amour pour le terme psychonaute, parce que c'est vraiment tout ce rapport où... oh mon Dieu, pardon, je vais toucher le micro. C'est tout ce rapport où tu en tant qu'artiste, tu as toujours envie, ou en tout cas ton désir, c'est d'aller chercher dans cette tête, d'aller chercher dans cette psyché qui nous lie aussi. On a tous une psyché
qu'on visite de manière différente. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui t'habite énormément. Et j'aime bien en fait t'appeler artiste d'immersion parce que justement il y a tout ce rapport aussi où tu vas aller chercher les autres, tu vas aller chercher en fait les autres, les spectateurs. Comme tu disais, tu viens du milieu du cinéma. Le milieu du cinéma, il y a un rapport. Là, il y a toujours un rapport avec le spectateur. Par exemple, je sais pas, la caméra subjective, d'autres plans, on essaye toujours d'intégrer le spectateur d'une certaine manière. Mais il y a tout de même quand même ce rapport unilatéral quand on est dans une salle de cinéma, même si on le vit avec d'autres personnes. Et j'ai toujours l'impression que tu permets, alors bien sûr je pense à des œuvres comme Les Murs ont des oreilles ou même Patterns, où tu as permis aux spectateurs d'être couchés debout de manière différente, peut-être collés l'un à l'autre, donc ce rapport un petit peu moins frontal qu'on a dans une salle de cinéma. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours cette question de... On en parlait juste avant, hein, cette question de connexion, d'essayer d'intégrer les gens dans un groupe, hein, ou dans un rituel collectif. Dans un rituel collectif, ouais, c'est vrai que j'avais une des questions justement où c'était... où je te comparais un petit peu à un maître de cérémonie rituel où tu intègres justement une réflexion collective, mais qu'on va vivre individuellement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort chez toi. Et il y a une œuvre dont on n'a pas encore parlé. Je reviendrai tout à l'heure sur Spaced Out, pardon. Mais il y a une œuvre dont on n'a pas encore parlé, c'est le travail que tu as fait avec Jean-Michel Jarre pendant le confinement, où justement, tu as permis de faire un live sur VR Room, c'est ça? Et c'est son avatar qui faisait un live, un concert en live, en fait. Il y a eu 600 000 personnes, quelque chose comme ça. Oui. Enfin, c'était assez énorme. Et est-ce que tu as l'impression que justement ce rapport de collectif, alors j'utilise connectif, hein, je sais qu'un artiste comme Raphaël Lozano-Heimer l'utilise énormément. Est-ce que tu as l'impression que ce travail que tu as fait avec Jean-Michel Jarre, ce concert live, permet justement de retrouver ce réseau, de retrouver ce lien en fait entre utilisateurs. Peut-être qu'on a perdu au cinéma, peut-être que la VR perd aussi parce qu'on est tous avec notre petit casque VR et tout d'un coup on a quelque chose qui se met en place. Alors, oui, très intéressant. Alors, ça s'appelle Seul Ensemble et le titre va tout dire. Seul Ensemble est une commande du ministère en fait, de la Culture en France, qui au moment en fait de la fête de la musique voulait créer quelque chose, et ne sait pas quoi. Donc d'habitude le ministère en fait organise un concert en fait devant leur bâtiment qui est le Palais Royal, juste derrière le Louvre, un lieu assez prestigieux, et a contacté Louis Cacciutulo, qui est une start-up, maison de production qui s'appelle VR Room, et spécialisée dans l'événement on va dire, virtuel. Et elle m'a approché en disant « Tiens, tu ne connais pas quelqu'un de connu, on veut faire un concert virtuel sur la plateforme VRChat, qui est un réseau social VR, en fait, où chacun peut être un avatar, à la fois son ordinateur et un casque VR peut librement circuler dans un monde 3D partagé. » Il se trouve que j'avais le numéro l'email de Jean-Michel Jarre, donc vraiment pionnier de la musique électronique en fait. Son père s'appelle Maurice Jarre. Il a reçu 3 Oscars compositeur de musique, notamment pour Dr Zhivago, Laurent Zarabi. Jean-Michel, lui, est le premier pionnier sur énormément de choses, première personne qui a vendu une VHS de concert en début années 80. Première personne qui a rassemblé le plus de monde en fait dans un concert physique, notamment à Moscou en 97, 3 500 000 personnes. Premier, je crois qu'il a presque l'année première fait un clip vidéo, je me souviens. Voilà, c'est quelqu'un qui a une expérimentation poussée et qui a réussi aussi à toucher un grand public.
et notamment aussi un élèves de Pierre Schaeffer aussi, alors, ce serait un peu long à expliquer. J'ai travaillé avec Jean-Michel sur ce concert virtuel qui était un grand succès, et c'est ce titre de Seul Ensemble qui est venu de quelqu'un qui avait cette expression était venue de quelqu'un, je ne trouve plus la personne, qui avait pris une photo d'une installation avec le projet Vibration au Centre Phi à Montréal, avait pris des gens comme ça, plusieurs personnes, avec ces casques VR qui étaient ensemble, et tout d'un coup avait mis sur Facebook Seul Ensemble, vision de documentaire de Pierre. Et c'est vrai qu'il y a j'aime bien ce paradoxe, cette contradiction, et ça m'anime beaucoup, qu'on parle avant de couches et tout ça, de choses qui sont dissociées, hétérogènes, et tout d'un coup se rassemblent. Et ce concert virtuel qui se trouvait à la fois dans un monde 3D sur VRChat, à la fois sur les réseaux sociaux, donc il y avait plusieurs accès en fait. Et il y avait ce contrat d'authenticité qui était le live, qui était la performance de Jean-Michel, qui était derrière ses instruments, dans son studio, en physique. Et on avait en fait ces gestes qui étaient traqués, en fait, capturés en temps réel. Et du coup, il incarnait un avatar. Et en fait, était une sorte pas d'individu, mais d'individu, c'est-à-dire qu'il y avait une individualité. Il était simultanément en présentiel dans le monde physique, j'aime pas le dire dans le monde réel, et aussi à la fois dans le monde digital, en fait. Et ces mouvements qui étaient correspondants, en fait. Et ça, c'était fascinant parce qu'on a ensuite développé beaucoup de recherches sur le futur des concerts, sur comment son avatar va évoluer, peut-être même après sa mort d'ailleurs, avec des outils de machine learning. Et on s'est parlé vraiment de l'avatarisation de la personne, et on s'est rendu compte que c'est pas seulement la représentation visuelle qui compte, c'est pas le degré de réalisme des pores de sa peau, c'est pas le côté peut-être iconographique, que c'est peut-être... un avatar en fait, comment dire, symbolique comme la chanteuse Grime en fait, qui a ce concept d'ange, de démon quand on a un monde virtuel. Au-delà de ça, en fait, il y a les gestes, le mouvement, en fait, le présent qui compte énormément. Et on est parti sur ce terme seul ensemble où il y avait ce sentiment d'individu, d'universalité, de groupe. Et je vais tout de suite faire un lien direct avec Space Out. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, pour parler de Space Out, parce que je vois aussi le timing et tout ça. Alors, Space Out, et on va parler aussi des itérations précédentes et du cheminement et le parcours en anglais serendipity, donc en français sérendipidique, sérendipidisé, aléatoire et dans l'inconnu de ce création. Donc Space Out, c'est quoi? C'est la réalité virtuelle dans l'eau. Donc c'est-à-dire la VR aquatique. Pareil, vous avez tout de suite, enfin, c'est toujours difficile à définir. C'est-à-dire qu'on utilise un casque VR étanche. On va dans l'eau, dans une piscine, dans un lac. On est aidé, en fait, on flotte sur la surface de l'eau. On respire avec un tuba. Et on est dans une double immersion. On est dans une immersion de l'eau corporelle avec les sensations de froid, de la température de l'eau d'ailleurs, du goût peut-être de l'eau avec le chlore. On est dans l'épaisseur, enfin, le côté charnel en fait avec de l'eau. Et le sentiment de flotter aussi, avec la ceinture qui aide à flotter. Et on remplace en fait nos yeux et les oreilles en fait des données, des informations virtuelles qui amènent l'esprit ailleurs. Et dans cet ailleurs, dans le cas de Space Out, c'est un voyage de la Terre à la Lune et même à son intérieur. Donc l'intérieur de la Lune et aussi peut-être l'intérieur de soi. C'est un projet en double couche, comme on l'avait dit, qui exprime cette hétérogénéité, ce côté presque hybride, ces contradictions, avec ce sentiment, cette volonté d'être une expérience, alors désolé pardon my French, mais de mindfucking, c'est-à-dire d'avoir cette idée de troubler, en fait, de parasiter tout ça un peu l'esprit, parce qu'on a la couche de l'eau, le sentiment d'apesanteur, la couche audio qui est en fait la linéarité, en fait les voix en gros des astronautes de la mission Apollo 11 qui arrivent sur la Lune et font les premiers pas en fait de l'humanité sur cet astre et décrivent un peu ce sentiment. Et donc on a vraiment
le décollage, on voit comment dire, le voyage vers la Lune, l'alunissage, et ensuite on a voilà, d'autres, on va dire, réflexion sur leur parcours à travers vraiment les documents audio en fait, de la NASA qui ont été remasterisés pour les 50 ans de la réussite. Donc oui, on est allé sur la Lune, hein, juste disclaimer, j'ai eu cette discussion en cours il y a 2 jours. Si vous avez un télescope très très profond, alors c'est peut-être pas, ça dépend, on trouvera encore les pas et le drapeau américain sur cette Lune, donc on est allé sur la Lune. Et visuellement, en fait, on a plus le documentaire archive audio, on a en fait une autre piste, une autre couche qui serait une représentation poétique, voire abstraite, de ce même parcours, en fait, de cette même trajectoire de la Terre à la Lune et l'intérieur, où là, j'appelle à des symboles de l'inconscient collectif. Il y a des films, il y a des histoires, notamment le conte ou le livre Baron de Munchausen. On a aussi des films de Georges Méliès, Voyage vers la Lune, premier film de science-fiction en 1997. On a aussi des citations du récit de Jules Verne, de H.G. Wells. Donc on a ces petites titillements, on va dire, des petites épices, on va dire, qui rappellent un peu l'imagination collective. Et ensuite, après, une interprétation très libre, en fait, de ces images, où même les couleurs sont inversées, en fait. Donc ça crée une sorte de familiarité étrange. Donc pareil, cette notion de paradoxe. Donc à chaque fois, seul ensemble, comme le titre, à chaque fois, c'est de trouver quelque chose qui est paradoxal, contradictoire. Et on a ces 3 couches, voilà. Comme je dis, le son documentaire, les côtés visuels abstraits, poétiques, enfin abstraits plutôt, et les couches de l'eau, en fait, ont ce sentiment d'être en apesanteur, d'être extrêmement léger. Et donc, ça s'appelle Space House, ça dure 9 minutes, ça a été incubé dans les résidences ici à Crans-Montana World XR Forum en 2018. Ensuite, au Premier mondial en 2019, et ça a été sélectionné au Festival de Sundance l'année dernière, où là, c'était un succès, en tout cas, à la fois médiatique, à la fois aussi comment dire, énormément de professionnels de la VR ou même du cinéma ont été assez fascinés, subjugués par ce médium. Qui était montré récemment à Miami en décembre et au Festival New Images à Paris. OK. Tu voulais continuer 5 sur dernières quelque minutes. chose, hein? C'est pour revenir justement à l'œuvre de Spaced Out, il y a vraiment donc le lien entre le corps et puis ce qu'on voit. Hein, donc on est vraiment dans l'eau, en apesanteur, entre guillemets, dans l'eau. Et donc on expérimente quelque chose physiquement avec notre corps. Et j'aimerais juste, peut-être pour la dernière question qui va justement nous amener sur la finalité de ce rendez-vous, c'est justement est-ce que tu as l'impression que tu as vraiment dépassé en fait ces frontières, hein, avec tous les éléments passifs qu'il peut y avoir derrière la notion de frontière, une notion de frontière de peau, une notion de frontière d'esprit, une notion de frontière du corps. Est-ce que tu as l'impression qu'avec cette œuvre Spaced Out, tu as pu dépasser justement les frontières entre le corps, la technologie et l'esprit? Je dirais oui, mais ce serait peut-être prétentieux. Non, mais en tout cas, si tu as essayé. En fait, c'est important, c'est la tentative, l'attention, alors la volition. C'est-à-dire, c'est ce désir, oui, en fait, d'amener les gens vers un seuil où la perception de la réalité est troublée ou alors questionnée, en fait. C'est-à-dire, d'un coup, on a des informations, comme je disais, différentes, contradictoires, séparates, qui créent tout d'un coup, wow, un questionnement. Voilà, je sais plus même, j'arrive même plus à mettre des mots à l'expérience que je ressens. Donc, c'est d'atteindre une ineffabilité, d'être ineffable. Et donc, on est dans la VR, dans l'eau. En fait, ce qui se passe, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris, connu, on comprend de la VR, en fait, il faut le mettre à la poubelle. Et c'est son propre médium. Notamment cette notion de vection qui vient donc de l'équipe de Steven Bellinson, qui est donc créateur. Le créateur de la VR Human Lab à Stanford et qui récemment, il y a 2 semaines, a publié ses premiers résultats de recherche dans la revue scientifique qui s'appelle Nature et qui emploie ce terme vection de l'illusion de auto-mouvement. C'est-à-dire qu'on est dans l'eau, on est attaché à une sorte d'encre en fait, vous verrez peut-être sans doute les images, les photos, et
en fait, on a cette contradiction, donc il faut le vivre. Pareil, c'est quelque chose, il faut le vivre pour comprendre. Voilà. On est dans le Space Out, on va vers la Lune, et là, il y a la caméra virtuelle qui a une trajectoire en fait préanimée, en fait, qui va d'un point A à un point B, on va dire. Et dans la tête des gens, en fait, ils croient que c'est leur corps qui bouge. Donc, si vous verrez des images de cette expérience, vous verrez quelqu'un va nager. On a le sentiment que c'est lui qui fait avancer la caméra, c'est même de toucher les objets. Et en fait, c'est une illusion. En fait, voilà. Et ça, même alors, une des marraines de cette expérience, je vais vraiment la citer, c'est Shari Frilo, en fait. Le deux, les marraines. Et voir aussi Salah, la marraine, troisième marraine. Qui serait du coup Shari, qui était au processus, qui était une des membres du jury justement du comité de sélection pour la résidence, qui a, je pense, elle qui a dit ok non, c'est Pierre qu'il faut sélectionner parmi peut-être d'autres dossiers. Était très Oui, ma vie a changé. Motivée. Et c'était genre à un moment pareil, je dis j'arrête la VR, j'arrête les cinémas, je vais devenir je sais pas, je sais rien. Enfin c'était le moment où franchement s'il n'y avait pas eu ces décisions, cette intuition de elle, je ne sais pas de ma vie serait. Sincèrement, je dois le dire. Si Shari, c'est une étoile. Exactement. Et si j'avais pas été même à cette résidence, c'était un moment, je me dis, chaque artiste a ses grands doutes. Merde, qu'est-ce que je fais? C'est nul, ça sert à rien. Mais... Et là, si j'avais pas eu cette résidence, je sais pas. Un moment où en fait, j'ai pu être animé par la création, un moment de doute, de réflexion, mais assez saine quand même. Me dire mais quoi ça se sent. Et du coup vraiment la résidence a beaucoup aidé. Surtout aussi m'a aidé en disant mais non mais c'est génial la VR dans l'eau. Donc on a passé un mois ensemble, après 2 mois à la résidence dans l'eau tous les jours. Meredith était là, Thomas qui a aidé dans cette résidence. Et je fais tous les liens après. Ouais, ça va être la conclusion aussi. Et on est parti très loin de nouveau. Et en fait. Cette œuvre, et quand on parle de moi pendant 1 heure, 1 heure et demie, en fait, je ne suis pas... Je suis le résultat des autres, en fait. Je suis vraiment... en anglais, on dit sit on... comment dire sur les épaules des géants, en fait, qui m'ont précédé. Donc, je vis pas séparément. Je ne suis pas, on va dire, un génie, j'en sais rien, un prophète. Je vis grâce, en fait, aux actions des autres et ce que je fais, et nourrir et aider et contribuer des autres. Et je peux vraiment citer comme mes collaborateurs, qui co-créateurs, Morad Bellasser, surtout, qui chacun, en fait, a créé, a mis leur brique et ont fait quelque chose en commun. Sinon, je n'aurais jamais pu faire seul, en fait. Et en fait, Shari a beaucoup aidé, puisqu'ensuite elle m'a apporté cette idée de sensualité du corps. Et quand en fait on fait une œuvre VR, il faut aussi penser au contexte, à l'installation. Donc c'est intéressant parce que on a aussi beaucoup de projets. J'aime beaucoup donner de l'espace en fait aux gens, aux visiteurs, aux spectateurs, puisque quand ils viennent, tout d'un coup ils entendent parler de cette VR dans l'eau, ben, ils sont en maillot de bain, ils sont devant des étrangers, ils disent merde, comment on fait? Et donc, toutes ces questions ont nourri en fait la création. J'ai envie de conclure sur cette idée que c'est vraiment unique au monde. C'est la VR dans l'eau, c'est pour moi une machine poétique en fait qui amène à cette idée vraiment d'aller vers les rêves lucides, qui amène cette idée que peut-être pour moi mon hypothèse que la VR c'est une idée aussi vieille que l'humanité, c'est-à-dire ce désir de raconter des histoires autour du feu, cette envie peut-être d'être quelqu'un d'autre, d'être ailleurs, et cette idée aussi peut-être d'être voilà, d'atteindre quelque chose et d'être au seuil en fait d'un monde qu'on peut pas normalement réussir. C'est-à-dire que je me s'inscris beaucoup, par exemple, au cinéma de David Lynch. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a pas ces contradictions entre le cinéma, le réel, la réalité et le physique. C'est que, par exemple, en regardant un film ou étant dans la VR, on vit la vie de manière essentielle plutôt que notre propre vie. Voilà. Et donc, être dans l'eau, dans un casque VR, c'est être vraiment, et dans Space Out, dans ce que je voulais faire, c'est de re-questionner son esprit qui est peut-être une porte de la réalité et qui serait en fait un moment où on se sent plus vivant que même notre propre vie. Voilà. C'est ce que tu disais aussi, hein, puis je finirai là-dessus. Tu essayes toujours de reconnecter. Après la VR, tu essaies toujours de nous reconnecter avec notre propre corps. Comme là, tu parlais de quand on sort de l'eau, on reconnecte avec notre propre gravité. Et je pense que peut-être c'est là le mot de la fin. C'est toute la question à se dire la VR n'est pas juste dans des perceptions, dans un visuel, mais touche principalement en fait, le corps et nous reconnecte avec notre propre corps. Quand on sort de l'eau, après une expérience VR dans l'eau, on d'un coup dit « Ah,
waouh, la gravité, en fait. Et tous les astronautes vont le dire quand ils retournent sur Terre. On prend ça comme acquis, en fait, mais il y a une force de la nature, qui est la gravité, qui est presque poétique, en fait. Ouais, Donc ouais. la gravité est poétique. Ouais, c'est ça. Un super mot de la fin, en tout cas. En tout cas, merci énormément, Pierre. C'était rapide. Hein. Enfin, il faudrait 2 heures de plus, peut-être la prochaine fois, au prochain World VR Forum, XR Forum. Ce sera avec grand plaisir qu'on reparlera, qu'on vous repartagera nos discussions avec Pierre, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je ne sais pas si je boucle ça comme ça. Oui. Je te remercie encore une fois, Claire. Je remercie le chat Céron. Je remercie Salar. Je remercie les rencontres. Je remercie tout le monde. Et à très vite pour un prochain World XR Forum.